Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Si, encore aujourd'hui, les Québécois ne pensent pas comme un peuple normal, c'est bien sûr parce qu'on les a bourrés de propagande depuis la conquête anglaise de 1760. Dans un pays normal, les gens ne trouvent pas naturel qu'une petite minorité contrôle leur économie, qu'un autre peuple décide de la langue d'affichage dans leur ville, ou qu'on les force à payer avec leurs taxes fédérales les infrastructures que les étrangers utilisent pour traverser gratuitement leur territoire. Pour des envahisseurs, la propagande joue deux rôles essentiels. D'abord, elle sert à justifier leurs crimes à leurs propres yeux, et ensuite, elle sert à convaincre leurs victimes qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive, qu'elles ont ce qu'elles méritent. Ça résume assez bien la relation que le Canada anglais a entretenue avec le Québec au cours du dernier quart de millénaire. Après le traité de Paris de 1763, les Anglais avaient toutes les cartes en main. Ils avaient pour eux l'armée, la police, le système de justice. Ils faisaient les lois et les appliquaient, en plus de contrôler le territoire, le commerce, l'industrie, la presse, l'immigration, enfin tout. Face à ça, nos ancêtres étaient à peu près désarmés. Ils étaient seulement 60 000. La plupart de leurs chefs étaient repartis en France. Ils étaient complètement coupés du reste du monde et ils devaient rebâtir un pays dévasté où les handicapés se comptaient par milliers. Pas étonnant dans ce cas-là que les Anglais aient pu aussi facilement les refouler dans les campagnes pour en faire une masse de main-d'œuvre et de domestiques qu'ils allaient pouvoir exploiter à fond. Le racisme systémique qu'on leur faisait subir était tellement évident et injuste que c'est à cette époque-là qu'on a vu apparaître la propagande qui allait permettre de justifier les crimes, les vols et le mépris des Anglais. À force de se faire répéter qu'ils étaient un peuple de miséreux qui n'en valait pas la peine, nos ancêtres, qui n'avaient presque plus d'intellectuels pour les défendre, ont fini par croire qu'ils étaient nés pour un petit pain. Eux qui, pendant 150 ans, avaient été un peuple de marchands, de guerriers, d'explorateurs qui pensaient à l'échelle d'un continent, se sont résignés à cultiver de petits lopins de terre pour nourrir les Anglais des villes. Si cette politique d'exclusion a beaucoup enrichi les Anglais, elle avait un défaut majeur, celui de transformer les Québécois en un peuple formé presque uniquement d'agriculteurs. Or, les agriculteurs ont toujours fait beaucoup d'enfants, surtout dans les pays qui, comme le Québec, avaient beaucoup de terres à défricher. C'est d'ailleurs parce que les meilleures terres étaient déjà occupées au Québec que les masses d'immigrants que les Anglais faisaient venir ici pour nous submerger refusaient de s'y installer et repartaient vite vers l'ouest. C'est alors que le Canada a pris l'aspect que nous lui connaissons, c'est-à-dire que la vallée du Saint-Laurent, qui est un pays de passage, est restée peuplée majoritairement de Québécois de souche qui regardaient passer à chaque génération des foules d'immigrants qui se contentaient de traverser leur pays, ou presque. C'est parce que les immigrants glissaient sur eux comme l'eau sur le dos d'un canard que les Québécois ont toujours été un des peuples les plus tolérants du monde pour l'immigration de masse. Bien sûr, une telle situation ne pouvait pas durer, compte tenu de la quantité limitée de terres disponibles au Québec. C'est d'ailleurs le surpeuplement, la misère et les injustices qui ont provoqué la révolte des Patriotes de 1837, une révolte qui a été vite noyée dans le sang, étant donné que l'Église catholique s'est rangée du côté des Anglais. Si elle a fait ça, c'est bien sûr parce qu'elle craignait l'influence des idées révolutionnaires qui venaient d'Europe, mais aussi parce qu'elle était parvenue à une entente avec nos conquérants. Eux nous exploitaient économiquement, alors qu'elles continuaient de nous dominer dans tous les autres domaines. C'est pour que Lord Durham trouve des solutions à la crise que la reine Victoria l'a envoyé ici dès 1838. Or, au lieu d'exiger que les Canadiens anglais cessent de discriminer contre les Québécois, comme la justice et la décence l'auraient exigé, Durham a plutôt recommandé dans son rapport de faire encore pire et de détruire le peuple québécois sous le prétexte qu'il vivait dans l'état d'arriération, d'ignorance et de misère où il avait confiné ses compatriotes anglais. Comme nos ancêtres ont réagi à ça en bloquant et en retardant le développement de tout le Canada, les Canadiens anglais ont décidé dès 1867 de remettre à plus tard leur projet d'ethnocide et de créer la Confédération canadienne. Si le Québec, qui avait disparu des cartes depuis Durham, est alors réapparu, c'était pour se voir soumis à une constitution, une Cour suprême et un gouvernement fédéral qui gardait le plein contrôle sur tout ce qui traversait son territoire.
À ça s'ajoutaient 3 provinces anglaises, auxquelles se sont par la suite ajoutées 6 autres provinces et 3 territoires également anglophones, ce qui avait pour effet de diminuer régulièrement le poids politique du Québec. Pour parvenir à ce résultat-là, le Canada anglais a alors perverti la notion démocratique d'égalité en nous imposant celle d'égalité des provinces. Tout ça alors que de 1867 à 1967, le Québec possédait environ 30% de l'ensemble de la population canadienne. Dans un pareil contexte, la révolution tranquille des années 60 était inévitable, tout comme le référendum de 1980, où beaucoup de francophones ont voté non parce que le premier ministre canadien d'alors, Pierre Elliott Trudeau, est venu à Montréal 6 jours avant le vote pour leur promettre des changements. Faisant semblant de s'adresser au Canada anglais alors qu'il parlait en français aux Québécois dans le but de les tromper, Trudeau a alors déclaré, et je cite, « Je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous leur disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien, puis que tout peut rester comme c'était auparavant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. » Or, l'année suivante, le même Trudeau a regroupé derrière lui l'ensemble du Canada anglais pour rapatrier et modifier la Constitution sans tenir aucun compte de l'opposition quasi unanime du Québec. Cette nouvelle cochonnerie a mené au référendum de 1995 où des dizaines de milliers de Canadiens anglais sont venus à Montréal pour nous déclarer leur amour et nous demander de rester au Canada pour, tout de suite après leur victoire, nous menacer à mots couverts d'une guerre de partition. Autrement dit, les petits chatons qui étaient venus se frotter dans nos jambes pour obtenir ce qu'ils voulaient se sont tout à coup métamorphosés en petits matamors d'opérette. Pour empêcher un troisième référendum, le Canada anglais a alors jeté tout ce qu'il avait dans la balance. Pour gagner le plus de temps possible, il a commencé par le plus facile, en faisant peur à Lucien Bouchard, qui avait une majorité de oui dans les sondages, mais qui n'a rien fait parce qu'il avait très peur des gros yeux méchants du Canada anglais. Puis, ils ont couvert le Québec de drapeau canadien et passé une loi sur la clarté référendaire dont le but était de rendre les choses de plus en plus obscures. Ensuite, ils ont repris le contrôle des médias et ont relancé leur vieux projet d'ethnocide contre les Québécois en augmentant les niveaux d'immigration jusqu'à des niveaux records. Ils ont même obtenu de la France de Nicolas Sarkozy qu'elle renonce officiellement à sa politique traditionnelle d'appui au Québec. Puis, comme ils le font depuis 260 ans, ils ont déversé sur nous un flot continu de propagande en faisant semblant d'augmenter la péréquation, en achetant beaucoup de nos artistes avec des subventions ou des honneurs, ou en répétant 1000 fois par jour le mot référendum pour que les Québécois soient tannés d'en entendre parler. Puis, ils ont repris le vieux refrain du puissant Canada, qui fait partie du G20, du G8, du G7, qui est le deuxième plus grand pays du monde, le meilleur pays du monde. Toute cette prétention de la part d'un pays qui a une population semblable à celle du Maroc doit faire sourire bien des étrangers. Mais le moyen jugé le plus efficace pour décourager les Québécois, ça a été de les noyer sous un flot d'insinuations, de faussetés et d'injures qui visaient à inverser la simple vérité historique en présentant les Canadiens anglais comme de gentils toutous humanistes qui font vivre le Québec et qui doivent supporter les constantes agressions des méchants séparatistes xénophobes, racistes et sans gratitude. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. À la prochaine!